Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide à Washington, heureux de vous retrouver dans le monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, choisi par le chef de l'État Alassane Ouattara pour porter les couleurs du parti au pouvoir à la présidentielle du 31 octobre prochain. Un scrutin qui s'annonce tendu 10 ans après la crise post-électorale qui avait fait 3000 morts. Les fermetures partielles ou totales de frontières se multiplient, notamment en Europe, pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Pour l'heure, la maladie a fait plus de 5000 morts à travers le monde. Jusque-là quasi épargnée, l'Afrique veut éviter le pire. Le chef de l'État sénégalais appelle tous les pays africains à combattre ensemble le Covid-19 pour empêcher que le continent ne devienne le nouveau foyer de la maladie. La Guinée d'emblée, le président Alpha Condé a fixé au dimanche 22 mars la tenue d'un référendum constitutionnel couplé à des législatives, malgré l'annonce d'un premier cas de coronavirus dans ce pays, en proie depuis des mois à des manifestations importantes. Le pouvoir avait reporté au dernier moment ces votes, initialement prévus le 1er mars dernier. Des opposants accusent le chef de l'État de vouloir briguer un troisième mandat à la tête du pays. Le choix n'était qu'un secret de polichinelle. Depuis des semaines en Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, très proche du président Alassane Ouattara, va finalement être le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle du 31 octobre prochain. Sa nomination sans vote par le bureau politique est tout de même une surprise. Davantage avec John Linden. Âgé de 61 ans, Premier ministre depuis 2017, Amadou Gon Coulibaly a en effet mené toute sa carrière dans l'ombre du président Ouattara. Sa désignation comme candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2020 intervient après l'annonce du président Alassane Ouattara de ne plus se présenter. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. La décision d'Alassane Ouattara a surpris plus d'un et dans les milieux jeunes, elle a été très bien accueillie. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative de sa part parce qu'il a vraiment beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Il a construit des routes et tout, nous tous le savons et je pense qu'il est temps pour lui de laisser la place à la nouvelle génération. En annonçant transférer le pouvoir à la jeune génération, Alassane Ouattara a donc choisi à travers le RHDP un fidèle. Amadou Gon Coulibaly a été le secrétaire général de la présidence depuis l'arrivée au pouvoir de Ouattara jusqu'à sa nomination comme Premier ministre. Si le puissant ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, lui a fait immédiatement allégeance, d'autres barons s'en sont abstenus. Et au sein de la classe politique ivoirienne, de nombreux autres jeunes affûtent leurs armes pour le fauteuil présidentiel. Nouvelle attaque djihadiste au Niger. 9 soldats ont été tués hier à Ayoru, près de la frontière malienne, à Niamey. On indique que les assaillants venus à moto ont été neutralisés par une frappe aérienne, grâce notamment à l'intervention de la force française Barkhane. Ayoru est situé dans la région très instable de Tillabéri, théâtre d'attaques djihadistes fréquentes et meurtrières. En Ouganda, le général Henry Tumukunde, ancien ministre de la Sécurité, a été arrêté pour trahison. Le haut gradé avait récemment annoncé vouloir se présenter à l'élection présidentielle de 2021 face au chef de l'État, Yoweri Museveni. Le général de 60 ans a combattu aux côtés du président ougandais dans la guérilla qui a mené Yoweri Museveni au pouvoir en 1986. Henry Tumukunde avait déjà été arrêté et emprisonné pour trahison en 2005, après s'être publiquement opposé à une tentative du chef de l'État de modifier la Constitution afin d'obtenir le droit de se présenter pour un troisième mandat.
Un nouveau point ce soir sur les dernières évolutions du Covid-19 et ses effets dans le monde. La pandémie a fait, à l'heure actuelle, plus de 5000 morts à travers la planète. Avec 134 000 personnes contaminées, le coronavirus a été qualifié de plus grave crise sanitaire depuis un siècle par le président français Emmanuel Macron, en référence à la grippe espagnole de 1918 qui avait fait 30 millions de morts à travers le globe. La maladie bouleverse la vie quotidienne de centaines de millions de personnes avec écoles et lieux publics fermés, déplacements limités, frontières closes, événements sportifs et culturels annulés ou reportés. L'Espagne, avec 120 morts, est en état d'alerte à partir d'aujourd'hui. Le président américain Donald Trump s'exprime sur la pandémie lors d'une conférence de presse ce vendredi après-midi. L'Afrique demeure encore largement épargnée par le coronavirus, mais elle redoute le pire. Hier soir, le président sénégalais Macky Sall a appelé les pays africains à combattre de concert la pandémie pour éviter que le continent ne devienne le nouveau foyer de la maladie, dit-il, alors que son pays est le plus touché d'Afrique de l'Ouest. Quelques 170 contaminations ont été répertoriées aujourd'hui dans 13 pays d'Afrique subsaharienne. Le Kenya et l'Éthiopie ont chacun fait état d'un cas confirmé aujourd'hui. Didi Diko pour les détails. À ce jour, au moins 153 cas de coronavirus ont été recensés dans 15 pays du continent africain. Ce vendredi matin, 2 premiers cas ont été signalés en Afrique de l'Est, l'un au Kenya et l'autre en Éthiopie. Une étudiante kenyane de 27 ans rentrée des États-Unis via Londres le 5 mars a été testée positive au virus, selon le ministre kényan de la Santé, Mutahi Kagwe. Je tiens à vous informer que le ministère de la Santé a confirmé le premier cas de coronavirus au Kenya. Le ministre kényan a mis en place des mesures sanitaires déjà actives dans certains pays africains, notamment en Afrique du Nord, afin de contenir la propagation du virus. Nous avons suspendu tous les rassemblements publics, les réunions et les pèlerinages religieux, mais aussi les événements et les fêtes qui accueillent beaucoup de monde. Les prières régulières peuvent continuer à condition que des services de désinfection soient faits et que les gens aient la possibilité de se laver les mains dans les lieux de culte. En Éthiopie, c'est un Japonais de 48 ans arrivé le 4 mars en provenance du Burkina Faso qui a contracté le virus. En Afrique du Sud, depuis l'annonce faite hier, le nombre de cas avérés a nettement augmenté. Le ministre de la Santé sud-africain s'est exprimé sur le nouveau bilan. Hier, nous avions annoncé 16 cas. Aujourd'hui, nous annonçons 8 en plus. Cela fait 24 cas au total. Évitons donc toutes sortes de confusions. Mais comme je l'ai dit, nous savons maintenant qu'il y a d'autres cas positifs. Nous ne relèverons pas les chiffres jusqu'à ce qu'ils soient vérifiés. Après l'annonce d'un premier cas en Côte d'Ivoire hier, c'est la Guinée qui fait part d'un premier malade sur son territoire, une citoyenne belge arrivée récemment dans le pays. L'Italie est de loin le pays d'Europe le plus touché par la pandémie. Le cap des 1000 morts a d'ores et déjà été dépassé. Pour nous en dire davantage, j'accueille le père Jean-Pierre Bodioko, prêtre d'origine congolaise et coordonnateur du programme africain au sein de Radio Vatican. Il nous rejoint de Rome via Skype. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vos auditeurs et téléspectateurs. Le gouvernement italien a pris des mesures draconiennes de confinement pour l'ensemble des 60 millions d'habitants du pays. À quoi ressemble le quotidien des Italiens ? Le quotidien des Italiens, pour le moment, ressemble vraiment à ce que moi je peux appeler une prison à ciel ouvert. Il y a donc de sévères restrictions que les gens doivent rester chez eux à la maison. Et le gouvernement a dit que rester à la maison, c'est pour le bien de tous. Et alors, tout le monde essaie de respecter, pas seulement puisque le gouvernement l'a dit, mais c'est surtout puisqu'ils ont peur de maladie. Ah bon ? Une prison ouverte, comme vous le dites. Alors, après avoir évoqué la fermeture de toutes les églises de la capitale italienne hier pour enrayer les contagions au coronavirus, l'évêché de Rome est revenu partiellement sur sa décision aujourd'hui en annonçant la réouverture des églises paroissiales. Le cardinal Angelo De Donatis
indique que sa décision fait suite à une nouvelle discussion avec le pape François. Le pape François qui demande également aux prêtres d'avoir le courage de sortir et d'aller visiter les malades, d'accompagner le personnel médical et les bénévoles. Mais est-ce vraiment prudent alors que le gouvernement demande de ne pas sortir de chez soi ? Mais justement, le travail de l'Église et des prêtres, c'est d'être auprès des gens qui souffrent, des gens qui sont malades. Et le pape a demandé, justement, c'était mardi, aux prêtres d'avoir le courage de sortir et d'aller visiter, pas seulement les malades, mais d'accompagner le personnel médical et les bénévoles qui aident les malades dans leur situation. C'est évidemment... Mais que disent les autorités à ce propos ? Mais les autorités sont informées, ils savent que c'est le devoir de l'Église. Il ne faut pas oublier que d'abord le Vatican, c'est un État aussi indépendant. Mais les prêtres, leur rôle c'est quoi? C'est d'être auprès de ceux qui souffrent, au prix de leur vie. Mais tout en respectant quand même certaines règles d'hygiène, qu'il faut se laver les mains, il faut se protéger. Et je crois qu'il ne faut pas aller comme ça et sans tenir compte de certaines mesures prises par le gouvernement italien et le Vatican. Alors, les experts internationaux estiment que les pays africains ont tiré les leçons des récentes épidémies de fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo et en Guinée. Ils sont désormais mieux préparés face au Covid-19, mais le chef de l'État sénégalais, vous l'avez entendu tout à l'heure, appelle ses collègues africains à agir ensemble. Pour Macky Sall, l'Afrique ne doit pas être le nouveau foyer de la maladie. Partagez-vous cet avis ? Mais justement, je crois que le président Macky Sall a totalement raison, puisque la solidarité est très importante pour affronter cette maladie aujourd'hui. J'ai entendu les Italiens dire, mais comment est-il possible que l'Union européenne ne nous vienne pas en aide comme il faut et nous pouvons compter seulement sur l'aide des Chinois, par exemple. Et je crois que Jean-Pierre Bodioko, malheureusement, le temps nous fait défaut. Vous êtes coordonnateur du programme africain au sein de Radio Vatican et vous étiez en direct de Rome. Je vous remercie. Bon courage à vous. À très bientôt, j'espère. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Épargnés au début de la maladie, les États-Unis vivent également au ralenti avec des écoles qui ferment, salariés en télétravail, transports en commun désertés, saisons sportives et culturelles suspendues et une campagne présidentielle perturbée. La Louisiane est le premier État à reporter de plus de 2 mois les primaires initialement prévues début avril à cause de la pandémie. Le nombre de cas confirmés de coronavirus est pour l'heure toujours faible, avec environ 1700 cas ce vendredi, dont 40 morts. Les hôpitaux du pays s'attendent toutefois à un nombre plus important dans les jours à venir. Yacouba Ouedraogo pour les détails. Lorsque le Covid-19 a éclaté pour la première fois en Chine, les experts en maladies infectieuses dans les hôpitaux des États-Unis ont commencé à se préparer. Les Américains mettent l'accent sur la préparation des travailleurs de la santé. Nous mettons à jour les compétences et les connaissances du personnel médical. Cela comprend la façon de mettre de l'équipement de protection individuelle tout en évitant toute contamination. Certains hôpitaux ont des salles spécialisées pour traiter les patients atteints de maladies hautement infectieuses. Mais un hôpital peut-il vraiment se préparer face au Covid-19 ? C'est une question très difficile parce que cela dépend vraiment de la demande. S'il y a quelques patients, s'il y a des milliers, il n'y a pas un hôpital dans le monde qui est prêt pour cela. Dans certains pays, il est conseillé aux patients de consulter un médecin via Skype ou par téléphone. Il s'agit d'une excellente solution pour la saison grippale normale ainsi que pour des cas comme le Covid-19. Les patients peuvent être rapidement évalués, obtenir des réponses à leurs questions et nous pouvons amener les patients malades à l'hôpital et épargner de l'hôpital les patients qui n'en ont pas besoin. D'autres idées incluent des tests à l'extérieur de l'hôpital, dans des tentes ou même pendant que les gens sont dans leur voiture. 80 à 85% des patients qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés peuvent rester à la maison. Donc, pour ces patients, ce serait une bonne idée de pouvoir les tester sans venir à l'hôpital. Le Centre américain de contrôle des maladies infectieuses prévoit de permettre aux hôpitaux de faire leurs propres tests, ce qui réduira le délai d'exécution des résultats des tests de plusieurs jours à quelques heures. Nous émettons de Washington et vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et maintenant le programme de la seconde partie de ce journal. Dans Culture Hebdo, le portrait de Dominique Benhura, un artiste zimbabwéen qui n'a jamais imaginé que ses sculptures sur pierre lui apporteraient renommée ou fortune. Une nouvelle barre nutritive fait maison pour aider à combattre le surpoids. Rencontre tout à l'heure avec Zobaïda Falla, une entrepreneure basée dans l'État américain de l'Ohio. Elle a mis sur le marché le snack bar Cure pour tenter de changer les mauvaises habitudes alimentaires, dit-elle. Et football en Afrique, coronavirus oblige, report des matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Programmée à la fin de ce mois, la Confédération africaine, la CAF, emboîte donc le pas à beaucoup d'autres instances sportives majeures ayant suspendu leur compétition. Il est l'heure maintenant de vous proposer Culture Hebdo, la tranche du vendredi consacrée aux arts et aux loisirs. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Arzuma Compaoré. Bon, écoutez, il fait tout, Afrotech, technologie. C'est la vie. N'est-ce pas, Culture Hebdo. Très content de vous revoir, Merci. Arzuma. Merci. Une semaine bien remplie pour le cinéma, Arzuma. C'est ça même. Oui. Alors, notre coup de cœur va... Pardon, je ne vais pas commencer par le coup de cœur, mais on va d'abord parler du New African Film Festival qui se déroule en ce moment même à Silver Spring, dans le Maryland. Alors maintenant, dans sa 16e année, le festival est présenté par l'American Film Institute, l'Africa World Now Project et Africa Fe, et apporte le dynamisme du cinéma africain de tous les coins du continent et de la diaspora dans la région de Washington, D.C. L'édition de cette année comprend 39 films venus de 25 pays. 40% de ces films sont réalisés par des femmes et 12 sont des premières nord-américaines ou américaines. On retrouve par exemple des films comme D'Errance de la cinéaste burkinabé Apolline Traoré, My Friend Fela, un documentaire sur la légende de la musique nigériane Fela Kuti, qui a remporté le prix Robson au dernier FESPACO. Et au programme également le lauréat du prix du jury Urban World, The Ghost and the House of Truth, produit par le Maya de Nollywood, Eyo Boyo. Le festival s'est ouvert le 5 mars dernier, refermera ses portes le 19 mars. Arzuma, un film en particulier qui a retenu votre attention ? Eh bien, notre coup de cœur nous vient de Madagascar. Il s'intitule Nofi Nofi ou Nouf Nouf. C'est un documentaire qui suit la vie de Roméo, un coiffeur de rue dont le salon est détruit par les autorités municipales, l'obligeant à chercher un nouvel espace sous la forme d'une cabane délabrée. Le film présente un regard intime sur la vie quotidienne à Madagascar et celle d'un homme luttant pour sa dignité. Le réalisateur et producteur Michael Andrianali était dans nos studios. Nous en avons profité pour savoir un peu plus sur le film et surtout sur la signification de son titre, Nouf Nouf. Suivez. Ça veut dire un rêve. Un rêve en malgache, si tu le prononces deux fois, ça veut dire c'est profond. Noufi, ça veut dire rêve. Et si tu le dis deux fois, c'est que tu veux vraiment ce rêve, au fait. Alors, c'est un film documentaire, mais on a l'impression par moments qu'il y a un peu de scénarii qui sont là-dedans. C'est quoi? Quelle est la part? Quel est l'espace entre l'écriture et puis cette volonté de se laisser aller sur la réalité, sur le réel? Ma façon de travailler, c'est que je suis à la limite de la fiction
et du documentaire, mais j'impose mes dispositifs des fois dans les séquences. Ouais, c'est vrai, c'est que j'insiste un peu sur la fiction, mais si vous voyez dans le film, il y a toujours des fenêtres. Des petites fenêtres partout, c'est des petites fenêtres de Madagascar. C'est la frontière entre le monde et l'intimité. C'est-à-dire, ce film, c'est Roméo qui nous a livré l'image. Mais après, il l'a délivré à tous les spectateurs dans le monde. Et c'est à travers lui qu'on peut parler de Madagascar. De la manière que les bas-quartiers pensent de la vie qu'on mène vraiment à Madagascar. Quand on tourne un film, il y a des moments où on est très content. Il y a ces moments-là un peu d'euphorie où on a l'impression que ouais, là, on a le film, quoi. Et pour vous, en tournant Noufi Noufi, c'était quoi ce moment? Quelle est cette scène? Quel est ce moment où vous vous dites « Ah, ce film, je le sens ». C'est la dernière séquence de Roméo quand il était face à cette fenêtre qui ouvre au monde. Là, je me suis dit « Ouf ». C'est ici que je repose ma caméra pour mes 2 ans de tournage. Et je remercie vraiment Roméo pour cette belle fenêtre de dernière séquence dans le film. Voilà donc un film très poignant dont la production ne s'est pas faite sans difficulté. Pour la petite histoire, Michael, le réalisateur, a échappé à 3 coups de feu lors de la production. C'est une tentative d'assassinat sur sa personne. Donc c'est un film assez fort à voir. Oui, quand évidemment, même. il y avait des troubles là-bas, un pays que je connais un peu. Hein. Je vais de l'île Maurice, Madagascar. C'est pas loin, c'est vrai. Voisin, la grande île, comme on dit. Arzuma, c'est bien de parler de Madagascar et de cinéma. Tout à fait. Et puis, pour terminer notre page culture de la semaine, allons à la découverte de Dominique Benhura, un passionné de la pierre. Sa passion, il exprime à travers des sculptures traditionnelles de son pays, le Zimbabwe. Il est un ambassadeur de style qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Suivez plutôt. Cela fait 4 décennies que Dominique Benhura façonne des sculptures en pierre. Lorsqu'à l'âge de 6 ans, il découvrait cet art, il n'imaginait pas qu'un jour, cette passion lui apporterait la gloire ou la fortune. J'ai commencé à sculpter à l'âge de 6 ans environ, alors que je gardais des troupeaux de bétail. Nous passions alors le temps à créer des sculptures en argile. Mais s'agissant de la sculpture en pierre, j'ai commencé à sculpter fin 1979, début 1980. Benhura a appris cet art auprès d'autres sculpteurs, son cousin notamment, avant de s'installer à son propre compte et à ajouter du mouvement à ses œuvres. Je célèbre la vie avec mes personnages. Ils sont très heureux. Cela peut être des mères et des enfants ou des danseuses, mais je conçois aussi des animaux et des plantes de mon propre esprit. Je les vois, puis je crée. Parfois, j'essaie d'y mettre de la couleur, de les rendre colorés. Aujourd'hui, certaines des créations de Benhura sont exposées à Atlanta, dans le Colorado, au Victoria Museum de Melbourne en Australie et à Sienne en Italie. Mais il aurait aimé que son art ait le même attrait en Afrique. Je souhaite que nous ayons plus pour que notre travail soit aussi présent en Afrique pour nos générations futures. Le travail de Benhura l'a sorti de la pauvreté pour le propulser dans une vie qu'il décrit comme bénie. À 23 ans, il a acheté sa première maison dans l'un des townships de Harare. Il vit et travaille à présent dans sa galerie, dans une des banlieues les plus riches de la capitale. Et voilà, Arzuma, merci bien. Merci. C'était votre première culture hebdo, votre première chronique, n'est-ce pas? Baptême de feu. Baptême de feu. À très bientôt, Arzuma. Avec plaisir. Au revoir. Aux États-Unis, pays particulièrement frappé par le surpoids et l'obésité, des efforts sont faits pour tenter d'endiguer le phénomène. Zobaïda Falla, une jeune femme de 25 ans, a créé une barre nutritive fait maison. Elle espère que son snack pourra aider à changer les habitudes alimentaires des Américains, en particulier celles des plus jeunes. Pour en savoir davantage, Jafar Han s'est rendu à Toledo, dans l'Ohio. Reportage relaté par Zididiko. Selon le Centre national de statistiques de santé, aux États-Unis, environ 37% des adultes consomment de façon quotidienne de la nourriture de restauration rapide ou fast-food. Les chercheurs ont constaté une augmentation significative du nombre de cas d'obésité sévère chez les enfants âgés de 2 à 5 ans. Zobaïda Falla, une entrepreneure musulmane résidant en Ohio, a lancé en juin 2016 son entreprise de barres nutritives appelée Cure.
Son objectif est de mettre fin aux habitudes alimentaires malsaines et de favoriser la pratique d'une bonne nutrition chez les Américains. Pour lutter contre l'obésité et la malbouffe, Fala a créé une gamme de barres nutritives bio destinées à toutes les tranches d'âge. L'idée lui est venue lorsqu'elle enseignait les mathématiques et l'anglais aux enfants. Je voyais mes élèves venir en classe en mangeant des chips, des aliments très sucrés et pleins de mauvais glucides. Ils buvaient des sodas et à chaque fois je leur demandais pourquoi ils se nourrissaient si mal. Ils répondaient le plus souvent que la nourriture saine n'a tout simplement pas bon goût. Avec en tête de fabriquer un snack avec beaucoup de goût, Fala a commencé en essayant une recette inspirée de sa grand-mère. Ses ingrédients principaux sont un mélange de noix savoureuses, de miel et de graines de pavot. Son business n'a pas tardé à prendre son envol, mais à ce jour, Fala continue de gérer son entreprise de la maison, d'où elle honore jusqu'à 6 000 commandes par mois. Fala ne veut pas seulement améliorer la santé nutritive des gens, elle souhaite également lutter contre la faim en offrant aux personnes sans abri une barre nutritive pour chaque barre vendue au public. Nous sommes également un mouvement social. Cela fait partie de la mission de l'entreprise. Lorsque nous avons commencé, nous offrions une barre nutritive pour chaque barre que nous vendions. Nous les donnions aux personnes sans domicile fixe. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, nous avons commencé à reverser un pourcentage de nos profits dans le but de réduire la faim dans le monde. Fala explique que son entreprise a aidé plus de 200 000 personnes défavorisées aux États-Unis et à l'étranger, y compris des réfugiés en Syrie, au Maroc, en Gambie et dans les territoires palestiniens. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. La CAF revoit son calendrier des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. C'est en rapport bien sûr avec la pandémie du Covid-19. Ces matchs devaient se jouer à la fin de ce mois, mais sont désormais reportés à une date à définir. La Confédération africaine de football a par ailleurs désigné le stade qui abritera la finale de la Ligue des Champions. Et ce sera bien sûr le stade Japoma de Douala au Cameroun. Cette enceinte était en concurrence avec le stade olympique de Radès en Tunisie et le complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Cette finale sera aussi un moyen pour l'instance de tester les infrastructures du Cameroun, pays hôte du CHAN prévu dans un mois, et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui aura lieu en janvier. Et pour rappel, le complexe Moulay Abdellah de Rabat, seul candidat, a été sélectionné pour accueillir la finale de la Coupe CAF. Et justement, pour le CHAN d'avril prochain, il faudra montrer patte blanche pour entrer au Cameroun. Ainsi en ont décidé les autorités camerounaises qui exigeront un test négatif au coronavirus pour tous ceux qui viendront pour la compétition. Hier, la CAF a dit respecter les mesures de restriction prises par les pays membres et statuera au cas par cas, pouvant aller jusqu'à l'organisation de matchs à huis clos. Et pour ce qui est du CHAN 2020, justement, une visite d'inspection de la commission médicale de la CAF est prévue ce week-end au Cameroun. La compétition est maintenue aux dates prévues du 4 au 25 avril prochain. Report, par contre, du début des éliminatoires sud-américains du Mondial 2022. La FIFA a annoncé que les matchs de la zone Amérique du Sud sont reportés à une date ultérieure à cause de la propagation du coronavirus. Ces éliminatoires devaient commencer avec une première journée prévue du 26 au 28 mars avec à l'affiche, entre autres, Argentine, Équateur ou encore Brésil-Bolivie. Les 18 journées de la poule unique doivent normalement s'étaler jusqu'en novembre 2021. La Confédération n'a pas évoqué par contre le sort de la Copa América qui doit opposer 5 de ses membres et l'Australie comme invité du 12 juin au 12 juillet en Argentine et en Colombie. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci bien, Yacouba Ouedraogo. Bon week-end et à lundi. Et voilà, point final à ce journal. Merci à toute l'équipe et un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Mille merci de votre fidélité à VOA. Rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end. Merci, à très bientôt. Au revoir. Iguana.